Bonjour et bienvenue pour un nouveau top retour spécial Tipeee, demandé par la même personne que le mois dernier. Donc merci une fois de plus énormément à Sowas qui veut vraiment participer, ça me fait très plaisir. Et elle m'a donné le choix entre plusieurs films, 5 films, donc embarras du choix. Celui qui m'a le plus inspiré pour faire un top retour, c'était Pinocchio. Une de mes toutes premières critiques que je compte faire en V2, un de ces 4, c'est prévu. D'ailleurs, ce sera la prochaine V2 de prévu avant de m'attaquer au V2 de Toy Story. Voilà, quoi, c'est la prochaine vidéo que je prévois parce que je trouve que j'aurais pu être un petit peu plus détaillé sur ma critique, aller un petit peu plus loin que ce que j'ai dit. Mais bon, ça vous verrez quand ça viendra. Ce qu'il faut retenir par rapport à Pinocchio, c'est que, comme je l'avais dit avant, j'ai beaucoup moins d'attache pour les vieux Disney. C'est-à-dire que les Disney d'avant la période de l'âge d'or des années 90, ouais. La plupart d'entre eux sont plus ou moins sympas, mais pas non plus transcendants. Aucun ne marque grandement, à part 3 cas à part. Cela étant, je rappelle, Alice au Pays des Merveilles, Bambi et Pinocchio. Donc c'est cool qu'on me fasse revenir sur ces films-là, parce que la raison pour laquelle je leur ai pas mis les notes mirobolantes que j'ai mises à certains autres films, c'est que j'ai toujours un peu de mal avec cette façon de mettre en scène les choses dans l'ancien temps, entre guillemets, qui fait que c'est moins marquant, moins fort pour moi que la mise en scène plus fluide, plus naturelle qu'on met en place, je trouve, à titre personnel à nouveau, dans les films plus récents des années 90 à maintenant. Voilà, après, ressenti personnel, n'hésitez pas à me contredire si vous n'avez pas le même avec moi par rapport à ça, mais c'est un peu ce que je ressens, en dépit du fait que je trouve que ce film a beaucoup de qualité dans ses méchants qui sont vraiment marquants, dans son histoire qui suit bien, la façon de gérer le personnage central que je trouve très intéressante, très intelligente. Jiminy Cricket, que j'aime beaucoup, même si j'ai un léger problème avec lui, mais ça, on y viendra. Il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup dans ce film. La seule chose de vraiment reprochable, grandement reprochable que j'ai à dire autour de ce film, c'est que c'est la mise en scène des vieux films qui m'accroche pas autant que celle des films un peu plus récents. Voilà, il y a quelques cas à part, quelques vieux films qui arrivent à m'accrocher en dépit du fait que ce soit des vieux films. Mais c'est vrai que je vais pas vous le cacher, je trouve que on a su gagner en fluidité, en naturel, en rythme, un petit peu, dans les films un peu plus récents. Voilà, ça c'est le truc que je tenais un petit peu à mettre en place, voilà pourquoi j'ai pas mis une note supérieure à 15, en dépit du fait que j'ai pas mal de bonnes choses à dire sur ce film. Cela étant, ouais, cette espèce de mise en scène, j'ai le sentiment que c'est plus un truc de l'époque, c'est pas quelque chose que je vais vraiment considérer comme négatif. C'est vraiment un ressenti personnel et je trouve pas non plus que c'est rédhibitoire ou quoi que ce soit, c'est juste le petit truc, le micro-truc qui fait que j'accroche un peu moins au film d'avant. Et Pinocchio en pâtit un peu, moins que d'autres. C'est clair et net qu'il en pâtit moins que des films comme, je sais pas moi, Blanche-Neige ou Dumbo, surtout Dumbo. Il en pâtit moins que ça, mais c'est vrai que c'est pas anodin dans mon appréciation. Après, j'ai du mal à considérer ça comme un défaut réel, quoi. Donc c'est très difficile à dire. Cela étant, quand on se penche sur le film en dehors de ça, j'ai pas de gros reproches à lui faire. J'en ai quelques-uns, c'est pour ça que ce top 5 est là, mais j'ai pas de gros reproches à lui faire, si ce n'est quelques défauts qui gâchent un chouïa l'immersion et la narration. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. En avant pour le top 5,1 des pires points de Pinocchio. Auquel lien je me tiens bien. Numéro 5.1, le nom Crapule. Je m'appelle Crapule. Alors je sais que vous allez trouver que c'est du chipotage, et honnêtement je suis à 99% d'accord avec vous, c'est du chipotage, mais je trouve ça particulièrement discordant de donner pour la plupart des noms qui sont tout à fait normaux aux personnages, et de donner un nom fonction à un personnage, quoi. C'est-à-dire que c'est pas
un mec qui a son nom, son histoire, etc. C'est le type qui représente la crapule, donc il s'appelle Crapule. Et je trouve ça un peu bête. Surtout dans un film où, en dehors de ça, à part Grand Coquin, je reconnais, mais je pense que Grand Coquin, techniquement, c'est un surnom, un pseudo qui se donne. C'est pas impossible que ce soit pas son vrai nom. Cela dit, j'ai du mal à comprendre pourquoi il choisirait un surnom crapule, quoi, le mec. Ou alors vraiment c'est quelqu'un de pas subtil du tout et je sais pas, je trouve ça je trouve ça grossier. Je trouve ça grossier d'appeler un personnage par sa fonction dans un film où les personnages ne sont pas nommés d'après leur fonction. Si on prend, j'en sais rien moi par exemple, vu que j'ai traité ça très récemment, genre la veille si je me trompe pas dans mes dates, le segment Le Crapaud dans Le Crapaud et le Maître d'école, et ben ils avaient tous un nom qui correspondait à leur fonction, à qui ils étaient, l'animal qu'ils étaient. Donc ça collait plus à l'ambiance qu'on voulait créer. Même s'il y avait quelques cas à part, mais bon, ça c'est un détail. Là, c'est juste un personnage comme ça, qui a pour nom Crapule, et c'est complètement ridicule pour moi sur le principe. Alors je sais pas s'il s'appelle comme ça dans le bouquin au départ, à ce moment-là c'est une erreur du bouquin aussi je trouve, de résumer bêtement un personnage de Crapule en l'appelant Crapule, mais voilà, c'est pas gravissime. C'est pas un point important, c'est pour ça que c'est le 5.1, mais ça me gêne un micro-chouïa quand même, un micro-chouïa pour que je le cite rapidement. Numéro 5, une anthropomorphie qui décrit un petit peu. Alors, Gédéon et Grand Coquin sont des méchants que j'apprécie, des méchants de transition, c'est-à-dire les mecs qui veulent profiter des différentes occasions qui leur sont données pour se remplir les poches, sans trop penser aux conséquences de ce qui pourrait arriver aux autres, et en ça, il passe bien, quoi. C'est un truc, c'est une ambiance que j'apprécie dans ce film, le fait que, ouais, les méchants ne reçoivent pas leur justice. Dire à chaque fois qu'ils essayent d'exploiter Pinocchio, ben ils l'exploitent, Pinocchio arrive à s'en tirer, mais sinon, eux, ils continuent leur business, comme si de rien n'était. C'est un truc intéressant qui est poursuivi au sein du film, qui donne une ambiance un peu particulière que j'apprécie. C'est pas le problème, rien à voir, je n'ai aucun problème avec Gédéon et Grand Coquin en termes de personnalité. Le problème que j'ai, c'est le fait que ce soit des animaux anthropomorphes. Dans le sens où c'est les seuls animaux anthropomorphes qui existent, hein. Il y a que des êtres humains qu'on voit dans ce monde. Il y a des animaux qui sont des animaux normaux, une grande baleine géante, un poisson, un chat. D'ailleurs, il existe un chat normal et un chat anthropomorphe. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ouais, c'est super bizarre. C'est super bizarre de voir ça. À chaque fois qu'ils apparaissaient, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il y a deux animaux anthropomorphes avec toute cette foule qu'on montre, bon, sachant qu'il n'y a pas beaucoup d'êtres humains qu'on montre, j'avoue, mais à chaque fois qu'on montrait un autre personnage, c'était un être humain ou un animal normal. Donc c'était super bizarre, ça faisait légèrement tâche, visuellement parlant, et ça a aidé moyennement l'immersion, je trouve. Et je sais qu'il y a des gens qui ont lancé l'argument comme quoi, bah si ça se trouve, c'est des gens qui ont été victimes du cocher, qui ont été transformés en animaux, mais pas en ânes, parce que bon, je n'arrête pas de changer de type d'animaux si ça se trouve. Et voilà, comme d'autres qui étaient un peu plus intellectuels, ils ont conservé leur voix, ils ont continué et ils ont poursuivi en étant un petit peu à sa solde. Et je vais vous infirmer ça tout de suite, c'est parti pour un nouveau cassage de théorie très rapidement. Ça va être le Disney Film 35 6 ou je ne sais plus exactement comment s'appelle ça. Enfin bref, le fait est que pour moi ça n'a pas beaucoup de raison de marcher parce que Gédéon et Grand Coquin, lorsqu'ils rencontrent le cocher pour leur parler de ces affaires, ils font vraiment comme si ils apprenaient ça pour la première fois, et puis aussi ils ont été transformés en animaux anthropomorphes une fois de plus. Ils ont cette méthode de déplacement type humaine avec des traits très animaux, renards et chats, mais sinon ils se déplacent sur deux pattes, sur deux pieds, etc. Ce sont des animaux totalement anthropomorphes, quoi. Et c'est pas du tout ce que sont devenus les enfants quand ils ont été transformés en ânes par le cocher. Ce qui fait que pour moi, il n'y a pas grand chose pour appuyer ça. C'est une supposition un peu trop faiblarde pour valoir grand chose pour moi. Cette théorie ne marche pas pour moi. Et ça change donc rien au fait que pour moi c'est un peu discordant de voir seulement deux personnes animaux anthropomorphes. Si vous aviez vraiment montré une
une vraie diversité par rapport à ça, avec différents personnages, dont certains étaient des animaux anthropomorphes, ça aurait marché, mais il n'y a que ces deux-là, et ça gêne un petit peu. Numéro 4, poisson sexy. Ah, Cléo. Un petit peu dérangeant, je trouve, ce personnage. Pas dans son... dans ce qu'il représente, j'avoue que si on passe outre le fait qu'on essaye de la rendre un peu trop sexy, elle est un peu mignonne en soi, quoi, dans ses réactions envers Pinocchio, etc. Mais le fait est qu'on a vraiment à fond voulu lui donner cette espèce de posture sexy, renvoyer comme ce poisson est joli, c'est une fille, et elle a cette espèce de manière très féminine, poussée. Et elle recherche une affection un peu particulière qui diffère de l'affection que les animaux veulent en règle générale. Ce qui fait que c'est un petit peu perturbant en fait. Ce personnage est un petit peu perturbant pour moi. Pas extraordinairement perturbant non plus, hein, ça me sort pas du film, mais il y a vraiment cette façon de vouloir rechercher un côté sexy chez elle de la part des dessinateurs, des animateurs qui est un petit peu un chouïa gênante. Un chouïa gênante, surtout à la fin quand on essaye de mettre en place qu'elle tient à se faire absolument embrasser par un chat. C'est bizarre, ouais, hein, c'est un petit peu bizarre pour moi. J'ai du mal à entrer dans ce petit délire. C'est pas gravissime, mais j'ai quand même un peu de mal à rentrer dans ce délire. Numéro 3, la fée bleue de la facilité scénaristique. Alors la fée bleue, c'est un peu l'entité au super pouvoir assez nébuleux qui permet à ce que le scénario se produise. Et au début c'est tout à fait acceptable, quoi. C'est une espèce d'apparition qui veut exaucer le vœu de Geppetto et j'ai aucun problème avec ça, hein. Il n'y a pas de problème à montrer de la magie un peu mystérieuse au début de votre film. C'est pareil aussi pour La Belle et la Bête, il y a une espèce de magicienne mystérieuse qui arrive et c'est pas grave. Non, vraiment j'ai aucun problème avec ça, hein. Ce genre de ficelle scénaristique ne me dérange pas trop. Par contre, il y a le fait que, étant donné que sa magie est un petit peu nébuleuse dans la façon dont elle fonctionne, et ben on l'utilise de façon un peu facile par la suite. C'est-à-dire que ouais, elle a certains pouvoirs, donc elle se permet d'intervenir quand ça arrange le scénario. Parce que sinon, bah, le scénario avancerait pas. Et j'ai le sentiment qu'on essaye de mettre en place le fait qu'elle veut que Pinocchio arrive à s'en sortir un petit peu de lui-même en donnant des petits coups de pouce ci et là, mais je trouve quand même que ça fait un peu grossier, quoi. Le moment où, paf, comme par hasard, elle apparaît pour aider Pinocchio rapidement, à un moment donné, je reviendrai sur cette scène, et le moment où, paf, elle fait tomber une lettre au pied de Pinocchio pour qu'il sache bien ce qui se passe du côté de Geppetto, je me dis, ok, quitte à faire ça, pourquoi ne pas mettre ça en scène différemment, de façon à ce qu'elle n'ait pas à intervenir? C'est un petit peu le truc, d'autant plus que le seul vrai impact de ces interventions après le moment où elle a donné vie à Pinocchio et fait de Jiminy sa conscience, et ben c'est pour rapidement apprendre à Pinocchio que c'est pas bien de mentir, quoi. Et ouais, ok, je reviendrai sur cette scène, mais cela dit, je trouve ça dommage que vous n'ayez pas profité du fait que ce coup-ci Jiminy ne meurt pas, parce que dans le livre au départ, Jiminy se fait écraser très rapidement, hein, la conscience de Pinocchio se fait écraser très rapidement par Pinocchio. C'est dommage que vous n'ayez pas profité de ça pour vraiment donner un impact plus fort à Jiminy, parce que ça va de pair avec un autre problème qui en est moyennement un, c'est pour ça que c'est pas trop dans cette liste, mais bon, j'aurais pu compter ça comme numéro 6 si vous voulez, dans l'absolu. Le fait que Jiminy et malheureusement quasiment aucun impact. C'est-à-dire qu'il est là, il parle avec Pinocchio, mais honnêtement, en changeant pas grand chose dans la mise en scène, Pinocchio aurait pu se sortir tout seul de ces situations, sauf à un ou deux moments où la fée bleue vient l'aider. Et à ce moment-là, pourquoi on n'aurait pas pu juste avoir Jiminy qui se montre davantage utile par rapport à ça? Ça aurait été cool. D'autant plus que, ouais, les autres moments, le moment où il apprend ce qui est arrivé à Geppetto, etc., vous auriez pu mettre en scène ça de façon à ce que ça vienne autrement que par la magie de la fée bleue. Et ouais, c'est l'impression que ça donne ces interventions, c'est juste des facilités scénaristiques, parce qu'on n'a pas trouvé mieux que la fée bleue fait ça avec sa magie pour faire avancer le scénario. Et c'est
c'est un petit peu gênant pour moi. Pas aussi gênant que je le laisse paraître, c'est pas non plus grave. Je vais pas dire gravissime à chaque fois quand même, mais ça m'embête un petit peu parce que le sentiment qu'avec un meilleur travail d'écriture, vous auriez pu faire passer ça de façon plus fluide, plus satisfaisante que ah, la magie de la fée bleue fait ça. C'est un peu dommage. D'ailleurs, en parlant de facilité un peu rapide, numéro 2, la solution pour Monstro trouvée un peu trop à la va-vite. Ouais, c'est un petit souci que j'ai également avec les facilités scénaristiques, les petits problèmes d'écriture. C'est le fait que tout d'un coup, Pinocchio trouve la solution comme ça, alors que ça lui vient après une réplique rapide, et ça se met en place en l'espace de 20-30 secondes. Son père dit un petit truc rapide, paf, il a une idée, paf, on va foutre le feu. Et voilà, 20 secondes plus tard, tout se met en place. Et waouh, je trouve ça un peu trop rapide pour que ça m'agrippe réellement. Hein. Ce moment où il trouve la solution pour sortir de Monstro, et ben je trouve que que ça n'a pas grand chose de satisfaisant parce que ça vient comme ça. Parce que les retrouvailles entre Geppetto et Pinocchio se font trop vite, parce que c'est beaucoup de choses en fait. Tout ce passage-là est beaucoup trop rapide pour avoir un grand impact. Après le moment où il s'enfuit, où il y a la suite de ce qui se passe lorsqu'il s'échappe de Monstro, il n'y a pas de problème, là je suis pris dedans, il y a la tension, la grandeur de cette baleine, etc. C'est très fort, vraiment très fort, mais avant ça, ce qui a amené à ça, ouais. Et numéro 1, une illustration du mensonge anecdotique. Et ouais, je vais m'attaquer à la scène peut-être la plus iconique du film pour certains, autour du fait que lorsque Pinocchio ment, et ben son nez s'allonge. C'est culturel maintenant, hein. Ça c'est la référence culturelle. À chaque fois que quelqu'un ment, on dit tiens, ton nez s'allonge, je crois. C'est tellement ancré dans la culture ça que c'est évident pour tout le monde. Et semble-t-il, c'est cette scène qui a inspiré ça. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi, parce que je la trouve totalement anecdotique, totalement parenthèse, et ça ne sert à rien. Voilà, il retrouve la fée bleue après avoir été enfermé par Stromboli, parce qu'il se rend compte maintenant que c'est un peu son esclave. Il met un peu le temps, mais bon, c'est un enfant, c'est pas trop grave ça. Et à ce moment-là, pour une raison qui m'échappe entièrement, je crois peut-être que Jiminy lui a soufflé ça, je sais plus exactement, mais tout d'un coup il se dit tiens, et si je mentais? Si je débitais n'importe quelle ânerie pour lui faire comprendre que je me suis retrouvé ici, pas parce que j'ai été manipulé et un peu trop naïf, mais parce qu'il y a des choses qui ont complètement échappé à mon contrôle et il n'y avait pas moyen que je me retrouve là-dedans autrement, quoi. Et si encore il était vraiment coupable de ce qui lui est arrivé, je veux bien, mais il a juste été naïf. Et c'est normal, c'est quelqu'un qui vient de découvrir la vie. Donc j'ai du mal à comprendre comment on peut être super naïf en croyant les premières choses qu'on nous dit, pour ensuite, peu de temps après, se la jouer un petit peu facétieux en disant ah non, j'y suis pour rien, il s'est passé ci, il s'est passé ça, mais c'est pas parce que on m'a manipulé, non, hein. C'est gratuit. C'est gratuit. Et le truc par rapport à ça, c'est que si ça amenait à quelque chose plus tard, j'aurais été mais totalement pour garder ça, parce que voilà, il faut mettre en place quelque chose. Mettre en place le fait que le nez de Pinocchio s'allonge quand il ment, ok. Le truc, c'est que cette scène, et après on reviendra, on rejouera pas une seule seconde sur le fait que son nez s'allonge quand il ment. Ce qui veut dire que cette scène parenthèse, où il dit des tas de mensonges gratuitement pour rien alors qu'il pourrait simplement dire la vérité, c'est pas comme s'il avait fait quelque chose de super grave pour en arriver là. Cette scène est totalement superflue et c'est la plus grosse parenthèse de ce film, et ça me sidère que ce soit considéré comme une scène un peu iconique du personnage qui le représente grandement. Parce que dès lors qu'on pense à Pinocchio, la première interprétation qu'on pense, c'est clairement celle de Disney, hein, nous sommes assez d'accord, et cette interprétation-là dépeint très mal ce sujet-là. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il en est dans le livre de départ, si on joue vraiment de façon intelligente là-dessus, sans doute,
j'imagine. Mais j'ai vu quelques interprétations, d'autres interprétations des suites, et même, j'en sais rien, dans Shrek, où on jouait de façon satisfaisante sur cette particularité-là. Là, c'est pas du tout satisfaisant, c'est juste la parenthèse. Tout d'un coup, je décide que je vais mentir pour une raison totalement puérile et super mal amenée, et tout d'un coup, on se rend compte que si je mens, mon nez s'allonge, et voilà. C'est réparé, il ment plus après ça. C'est histoire de faire une leçon rapide aux enfants. C'est pas bien de mentir les enfants, voilà. C'est tout. C'est tout ce que ça veut dire. Je suis désolé, cette scène mérite un petit peu par son inutilité totale. Son côté totalement anecdotique qui gâche le rythme de l'histoire, j'irais même jusqu'à dire. Et ça appuie à nouveau le côté un peu superflu des interventions de la Fée Bleue après son intervention au départ. Et c'est un problème assez important. Cette scène, j'ai du mal, je vous cache pas. Je sais que je dois être un des seuls, mais j'ai vraiment du mal avec la façon dont c'est dépeint, alors que ça peut être très bien géré. Je sais qu'il y a une pseudo-suite qui a été faite, où on jouait là-dessus, je me souviens plus exactement, mais c'est fait par un autre studio qui essaie de jongler un petit peu sur le succès de Pinocchio après une ressortie en salle ou un truc comme ça qui a décidé de sortir une suite. On a fait pareil avec Blanche-Neige et les 7 nains au passage. Et dans cette suite-là, eh bien, on jonglait de façon beaucoup plus satisfaisante avec le fait que son nez s'allongeait. Et il y a eu énormément d'œuvres où on jouait de façon très intéressante là-dessus, sur cette particularité, mais pas dans ce film. C'était la parenthèse, et je trouve pas ça très intelligent. La scène la moins bien incorporée dans votre film, je trouve. Et c'est un problème pas anodin, pas anodin. N'empêche que c'est grandement compensé par les qualités importantes de ce film, qui mérite encore d'être vu aujourd'hui si vous ne le connaissez pas. Ça fait de ça un film imparfait, mais aucun film n'est parfait à mes yeux. C'est un film vraiment qui a su bien mieux vieillir que d'autres, pour moi. Même s'il a un peu vieilli, il a su quand même mieux vieillir que certains autres films de cette époque, comme Blanche-Neige par exemple, je trouve. Et si vous ne le connaissez pas, si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir, vraiment. En tous les cas, ça se termine là. Merci d'avoir suivi. Merci à Sowas pour sa participation une fois de plus. Je vous donne rendez-vous pour de futures vidéos très bientôt. Bye!